Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi. Pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Bonjour à tous. J'ai proposé aux membres de l'Anima de me poser des questions auxquelles je vais répondre vraiment spontanément. Je les ai notées, j'ai pris celles qui me semblaient pertinentes et intéressantes pour développer justement les sujets autour du développement de soi, de la gestion émotionnelle, etc. Et j'y réponds vraiment spontanément. Je les ai écrites sur une feuille et je vais y répondre comme ça au fil de l'eau. Alors, la première question m'a été posée par Céline. Quelles sont les différences entre un coach et un psy ? Déjà, un psy, il a une formation, bien souvent clinique, de tout ce qui se passe dans la psyché humaine, avec un protocole, un process de questionnement, etc., et une posture. Enfin voilà, c'est très cadré, c'est clinique en fait, tout simplement. Alors qu'un coach, lui, il n'est pas dans ce cadre, il n'est pas enfermé enfin, il n'est pas enfermé, je ne dis pas que le psy l'est, mais en tout cas, il n'est pas cadré par ce cadre clinique et ces connaissances pointues et précises que peut avoir le psy. Lui, il a souvent une connaissance plus pratico-pratique de l'interaction entre les gens par rapport à des situations que les personnes vivent. Donc, c'est vraiment deux approches différentes. En tout cas, moi, je ne me positionne ni dans le coach à 100%, ni dans le psy à 100%. Moi, j'aime beaucoup parler de psychologie existentielle, c'est-à-dire que j'enfreins certaines règles que le psy n'enfreint pas. Je m'implique beaucoup plus dans l'interaction avec mon consultant. Je peux être parfois légèrement intrusive, mais je fais bien attention évidemment puisque j'ai des connaissances en clinique qui font que je sais faire attention et je sais où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller. En revanche, je prends ce parti parce que pour moi, chaque être humain a la possibilité de s'autodéterminer et de prendre ses responsabilités. Donc, comme dans toute éducation ou interaction éducative ou accompagnante, eh bien, de temps en temps, c'est un peu comme avec nos enfants, il est bon de mettre des petits coups de pied aux fesses. Quelles sont tes croyances ou bien ta philosophie de vie qui te permettent d'avancer aussi fluidement ? Cette question m'a été posée par Cyrine. Alors, moi, ma philosophie de vie, je suis croyante. Alors, je suis croyante pas forcément dans un dogme, même si je me suis intéressée toute ma vie à tous les dogmes, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, le bouddhisme, etc. Donc, j'ai passé toute ma vie à m'intéresser à toutes ces philosophies. Je me suis beaucoup attardée à la philosophie soufie. Ce n'est pas une religion d'ailleurs, elle est souvent associée à l'islam et pourtant elle a existé avant et c'est plutôt une philosophie de l'amour et de l'adoration, de l'existence et de l'expérience de notre vie sur Terre. Eh bien, si je devais répondre à cette question, en fait, c'est que j'ai toujours en moi, dans ma conscience, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que notre propre volonté est sous la volonté de cette source on l'appelle comme on veut, chacun l'appellera comme il veut, il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent la source, il y en a qui l'appellent l'univers. Eh bien moi, j'ai toujours, depuis que je suis née, eu cette conscience-là. Ça a évolué bien évidemment tout au long de ma vie puisque ça s'est passé par des dogmes. J'ai eu par moments, je me suis focalisée beaucoup sur l'étude de l'islam. J'ai essayé de comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin en tout cas ma personnalité ne me permet pas d'entrer dans un dogme et de suivre des contraintes, etc. Ça, je ne sais pas faire. Je m'en mets assez moi-même toute seule. Et donc, lorsqu'il m'arrive quoi que ce soit dans la vie, donc pour répondre à la partie
comment je fais pour avancer fluidement, eh bien, c'est parce que je me dis que tout ce qui arrive a un sens, a une raison d'être. Et je comprends aussi que cette expérience qui m'arrive, qu'elle soit agréable ou pas, qu'elle soit difficile ou pas, eh bien, elle a un sens. Elle est là pour me dire quelque chose sur ma propre existence et sur le sens que je peux donner à cette incarnation sur Terre en tant que Linda, dans le corps de Linda. Et ça me permet de sortir très très vite des situations. Alors bien évidemment, de par le métier que je fais, de par les connaissances que j'ai, je traverse souvent les épreuves beaucoup plus facilement. Enfin, facilement, c'est pas le mot, mais on va dire peut-être un peu plus rapidement. Mais justement, je fais très attention à toujours faire la part des choses entre le fait que je sois un être humain comme tout le monde, avec des émotions, des craintes, des peurs, des doutes. Je vis actuellement une période assez particulière. Je viens de me faire une hernie dans le dos, ce qui m'a un petit peu paralysée pendant un petit moment. Enfin, paralysée dans le sens où je pouvais moins bouger, etc. Et donc, moi qui suis quelqu'un de très contrôlante dans ma vie, je fais tout toute seule, j'apprends tout toute seule, je mets tout en place toute seule. Et bien, même mon propre corps, il était plus là pour me soutenir. Donc, pendant, on va dire, une bonne quinzaine de jours, j'ai été obligée de rester un peu allongée, de me calmer, de ralentir. Et donc, ça m'a remis en perspective les choses essentielles. Et en 15 jours, en fait, je pense que plusieurs mois, voire plusieurs années de réflexion ont pris leur sens et se sont intégrés. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que quand on sort d'une épreuve, souvent on s'endurcit bien souvent et on se dit « Oh là là, plus jamais, il faut plus que ça m'arrive, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû faire cela, j'aurais pas dû suivre telle direction. » Non, là, pas du tout. Je me suis apporté beaucoup de douceur et d'écoute et je me suis plutôt félicitée d'avoir essayé toute ma vie de porter beaucoup de choses toute seule. Et aujourd'hui, j'accepte vraiment volontiers et avec beaucoup de reconnaissance, d'être moins dans le contrôle et de laisser les choses qui ne me concernent pas ou qui ne m'appartiennent pas, ou les autres, de ne pas être forcément toujours là pour eux, de ne pas toujours être là pour les aider, et que ce n'est pas grave, ils ont leur propre cheminement, ils ont leur propre expérience à faire, et quand bien même parfois je pouvais me sentir responsable, je ne le suis pas. Et je ne le suis plus pour certains, et je ne le suis pas pour d'autres qui sont autour de moi et font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Marianne m'a posé la question, comment une personne hypersensible peut expliquer à son compagnon ou à sa compagne qui n'a pas la même sensibilité que c'est difficile de faire changer les choses. Eh bien, Marianne, en fait, j'ai reformulé un peu ta question parce que tu ne me l'avais pas écrite tout à fait comme ça, mais ce que je peux dire, c'est que, en fait, quand on est avec quelqu'un, il n'est pas question de lui faire comprendre qui on est. L'autre doit avoir envie ou avoir suffisamment d'empathie en lui pour déjà s'intéresser à l'autre, à soi ou à nous, mais pas uniquement, c'est-à-dire le rôle du couple, c'est pas que l'autre nous voit comme on est parfaitement. Non, parce que nous-mêmes, on n'est pas encore capable de le voir parfaitement. En revanche, si on a des aspects de notre personnalité sensible ou hypersensibilité, comme tu le décris toi dans ta question, si l'autre ne possède pas ces caractéristiques, il va avoir du mal à comprendre et on ne peut pas lui en vouloir d'avoir du mal à le comprendre. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire ensemble, c'est de communiquer suffisamment ouvertement, sans reprocher à l'autre de ne pas être capable de nous voir, de nous ressentir, etc. En fait, il faut se dire une chose, Marianne, là je prends ton exemple à toi, tu es une femme et tu es en relation avec un homme, il faut que tu comprennes que les hommes, en fait, lorsque tu vas les mettre en situation d'incompétence, ils vont se sentir diminués. Et ils vont rentrer dans une phase qu'on appelle un peu de minimiser. Ils vont commencer à vouloir s'éloigner de ce qui les oblige à se remettre en question. Parce que les hommes ont été conditionnés, de façon globale, je généralise bien évidemment, à toujours faire des choses. Et c'est dans ce qu'ils font qu'ils valident ou qu'ils affirment leurs compétences.
Et donc, quand tu vas lui proposer de te comprendre, toi, dans la subtilité de ta gestion émotionnelle et de la façon dont tu interagis avec le monde extérieur, et qu'il ne comprend pas, il va avoir l'impression que tu le diminues et que tu le dévalorises et que tu ne le sens pas capable de prendre soin de toi. Et donc, forcément, ça va le renvoyer dans sa grotte et il va avoir tendance à fuir. Et ça, c'est quand même, je n'exagère pas beaucoup, mais c'est 90-95% des réactions des hommes. Mais ils ne font pas ça parce qu'ils sont bêtes ou parce que c'est des pervers narcissiques ou quoi que ce soit. Ils font ça parce que à cet endroit, ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas l'habitude de faire. Alors, ce que je te propose à toi, Marianne, c'est tout simplement, plutôt que de vouloir qu'ils comprennent ton hypersensibilité, continue toi de travailler sur ton hypersensibilité et continue d'apprendre sur toi-même, parce que tu verras que quand tu te comprendras mieux, tu auras beaucoup moins besoin que l'autre le comprenne, avec toi ou à ta place. Et ensuite, tu sauras mieux l'aiguiller pour qu'il ressente ou compatisse ou rentre en empathie avec toi. Une question m'a été posée par Eric. Comment as-tu fait pour ne pas céder à la tentation de te mettre en couple pendant la phase de guérison du syndrome du sauveur? Alors Eric fait référence à un podcast que j'ai fait avec Cherokee où justement j'expliquais que suite à une rupture sentimentale où j'avais réalisé à quel point mon syndrome du sauveur me maintenait dans une relation et dans un comportement qui était toxique pour moi et qui ne m'allait pas du tout. Et donc, quand je suis sortie de cette relation, j'ai pris du recul et j'ai décidé, enfin c'est ce que je dis, mais j'ai décidé de m'éloigner un peu des relations pour essayer déjà de me comprendre et au lieu d'aller vers l'autre, d'essayer de moi intérieurement comprendre ce qui se passait en moi. Alors, je dirais pas que j'étais en zéro relation. Donc, j'ai eu des contacts, bien évidemment, avec des hommes qui entraient en contact avec moi. J'observais ce qui se passait, justement. Qu'est-ce que je voulais de cette relation? J'observais aussi, est-ce que j'avais besoin d'être rassurée? Est-ce que j'avais besoin de me réparer avec cette personne, etc. Donc, c'était bien souvent des relations dans lesquelles je ne rentrais pas profondément, ni émotionnellement, ni intellectuellement. Mais je continuais d'observer, c'est-à-dire je n'étais pas fermée. Je n'étais pas fermée aux sollicitations, mais j'observais ce qui venait à moi. En fait, la curiosité que j'avais, c'était pendant cette phase où je prends du recul, où je décide de voir un peu ce qui se passe en moi et de comprendre pourquoi les schémas sont un peu répétitifs, j'observais le type d'homme qui venait vers moi, les types de demandes, etc. Donc, je n'étais pas complètement éloignée ou coupée du monde, hein, c'était pas vraiment ça. Mais voilà, donc en fait, c'était pas... Et puis, céder à la tentation, ça n'a pas de sens pour moi, ça n'en a jamais eu de toute façon. Donc, je n'ai jamais été une personne qui avait un rapport avec l'autre comme l'autre est une tentation pour moi et c'est difficile de ne pas aller vers les autres. Moi, j'ai vraiment besoin d'une relation profonde, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle, psychologique, peu importe, mais j'ai besoin d'un engagement profond, donc la tentation, c'est pas quelque chose qui me parle en fait. L'autre, c'est plutôt une rencontre, une découverte et un potentiel. Et là, la tentation, voilà, c'est pas compliqué pour moi de ne pas céder à la tentation parce que je suis tellement dans l'intellectualité, dans la réflexion, que pour moi, la tentation, ça s'arrête à une attraction physique ou la tentation d'émotionnellement combler un manque affectif, etc. Donc moi, je ne tombe jamais dans ce genre de choses parce que ça ne m'a jamais attirée, même quand j'étais très jeune, en fait. Donc je pense que c'est un niveau de maturité que j'avais déjà très tôt, alors qu'il s'est bien évidemment amélioré avec le temps, parce qu'à l'époque, il n'était pas si fort qu'aujourd'hui, mais voilà, donc céder à la tentation, ça ne me parle pas. En revanche, comment j'ai fait pendant cette phase de guérison? J'ai tout simplement observé ce qui m'était proposé et j'ai essayé de comprendre quel message et qu'est-ce qui m'était donné à voir à travers les différentes personnes qui sont venues à moi. Eric et Céline, j'ai fusionné vos deux questions parce qu'il y en a un qui m'a demandé comment apprendre à s'aimer et l'autre m'a demandé comment reconnaître sa propre valeur. Bon, je les ai mis ensemble parce que c'est un peu la même chose. Comment apprendre à s'aimer? Je pense qu'il n'est pas question d'apprendre à s'aimer. Il est question d'apprendre à identifier tout ce qui nous empêche d'avoir conscience de nous et de nous accepter comme nous sommes. Donc en fait,
Reconnaître sa propre valeur, c'est apprendre à identifier tout ce qui nous empêche de le faire. Et bien souvent, qu'est-ce que c'est ? C'est les névroses. C'est tout ce que nous n'avons pas su construire dans l'enfance, parce que dans l'enfance, nous n'avions pas le cortex qui était développé, nous fonctionnions sur l'amygdale, et en fonction de l'environnement familial, social, etc., dans lequel on a évolué, eh bien, soit on a été reconnu, donc quand une personne nous reconnaît, eh bien ça nous donne tout de suite connexion à nous-mêmes, donc on a la capacité de s'atteindre soi-même, de se résoudre soi-même, c'est-à-dire de se dire, ok, je suis là, je suis présent, j'ai de la valeur, on m'aime, etc., etc. Et donc, quand l'autre nous a reconnus dans l'enfance, en fonction des étapes de notre construction, eh bien, en général, on a une certaine confiance en soi, etc. Donc, 100% de confiance en soi, ça n'existe pas, on est bien d'accord. On a toujours un peu de doute, parce que, bien évidemment, on a aussi l'humilité de se dire qu'on est en apprentissage et qu'on a encore des choses à développer en nous. Et donc, se reconnaître soi-même, quand on n'y arrive pas une fois adulte, c'est que dans l'enfance, on n'a pas eu justement de repères pour le faire. Et donc, ça ne veut pas dire que parce que dans l'enfance, on ne l'a pas eu, que ce n'est pas possible de l'avoir à l'âge adulte, bien au contraire. Eh bien, c'est d'aller chercher un peu tout ça, de se dire, de prendre ses responsabilités, d'arrêter d'attendre de l'autre qu'il le fasse à notre place, comme par exemple lui tendre notre diamant et lui dire vas-y, dis-moi s'il brille, dis-moi s'il est bien taillé, etc. Même si c'est irrésistible et qu'on en a besoin, parce que justement, on ne sait pas le faire, on n'y arrive pas. Mais à un moment donné, utilisez l'intelligence, votre intelligence, réfléchir. Une fois que vous avez réfléchi, lu des bouquins, écouté des podcasts, suivi des thérapies, etc., eh bien, c'est toutes ces connaissances, une fois qu'elles ont été téléchargées et qu'elles vous ont permis de remettre à jour vos propres croyances, vos propres connaissances et d'être au plus juste de ce qui se passe en vous, eh bien, de travailler sur vous, de continuer de travailler sur vous, de continuer d'observer, d'être toujours cette personne qui regarde dedans et dehors en même temps et d'essayer de se libérer un peu du jugement de soi et du jugement des autres en se disant « Ok, je suis comme je suis, j'ai peur, je suis inquiète, j'ai du mal à vivre des relations sentimentales équilibrées. Mais ok, je suis comme ça. Je suis comme ça non pas parce que je manque d'intelligence ou je manque de valeur, mais tout simplement parce que mon schéma dysfonctionnel, c'est-à-dire tous mes biais cognitifs, parce qu'on sait que le cerveau va passer son temps à nous faire voir à l'extérieur ce qu'il est lui-même capable de gérer. Donc, si on s'aperçoit que le focus et ce qui nous attire et ce qui nous paraît cohérent ne nous rend pas heureux, ne nous épanouit pas, c'est que nos connaissances sont à remettre à jour. Il faut réactualiser tout ça. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on sort d'une situation qui a été traumatisante, que ce soit professionnelle, familiale, amoureuse, il faut se réactualiser. Donc, vous vous rendez bien compte que pendant l'enfance, vous avez certainement eu plusieurs chocs, plusieurs croyances. Ces croyances ont fait que vous avez arrangé votre réalité pour donner du sens à ces incohérences qui ne vous rendent pas heureux. Alors dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se réactualiser, il faut se faire face. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais j'ai beaucoup de personnes en consultation qui le font très bien et qui avancent très bien. Donc c'est possible, il suffit de s'en donner les moyens. Aurélien m'a posé la question suivante. Crois-tu qu'il soit encore possible dans cette époque d'explosion de comportements narcissiques de faire couple avec quelqu'un ? Ah, bonne question Aurélien. Effectivement, c'est très très difficile. Il y a beaucoup de comportements narcissiques. Alors, je voudrais quand même faire un petit point sur le narcissisme parce que là maintenant tout le monde parle de pervers narcissiques à longueur de journée, etc. Nous avons tous en nous un aspect narcissique, bien évidemment. Le narcissique en fait, il se compose de 3 branches. Le manque de confiance en soi, le machiavélisme, la mégalomanie. Alors en fonction du curseur que vous remplissez, eh bien, tout va dépendre si cet état narcissique est structurel chez vous ou chez la personne. Si vous êtes un narcissique structurel, alors c'est facile de répondre à ta question Aurélien. Je dirais que si la personnalité est structurellement narcissique, alors effectivement ça va être très difficile d'avoir une relation épanouie, gratifiante avec une personne structurellement narcissique. De mon point de vue,
moi je préfère les fuir totalement. Parce que c'est impossible, de mon point de vue. En revanche, si le narcissisme est nourri uniquement de la branche du manque de confiance en soi, alors si la personne décide de travailler sur elle, de faire des efforts, d'essayer de comprendre, d'évoluer, de se réactualiser, etc., bien sûr qu'il est possible de vivre avec une personne qui a, on va dire, des aspects, des caractéristiques narcissiques en elle. Nous en avons tous de toute façon. Ce qui compte, c'est d'être capable d'empathie et de remise en question. Dans la mesure où la personne en face de nous peut avoir, bien évidemment, à des moments, un comportement un peu narcissique comme ça, fuyant, etc. Mais si elle se remet en question, alors tout est possible. En revanche, ceux qui sont structurellement narcissiques avec non seulement beaucoup de manque de confiance en eux, mais des aspects machiavéliques et des aspects mégalomanes, ceux-là, franchement, très honnêtement, vous perdez votre temps. Ensuite, Lydia m'a posé la question, un narcissique peut-il évoluer ? Alors j'ai un petit peu répondu déjà dans la question précédente. Oui, un narcissique qui n'est pas structurel peut évoluer, bien évidemment. Il peut évoluer dans la mesure où il fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il se remet en question, qu'il apprend à gérer un peu ses peurs, ses craintes, par exemple dans un couple, qui peut être parfois difficile, surtout quand il y a des enjeux sentimentaux, familiaux, financiers, etc. Bien souvent, les personnes qui ont des fortes tendances narcissiques ont peur de tout perdre et vont être souvent dans la fuite ou dans la peur d'être remis en question, etc. Après, il y a aussi un autre facteur, c'est aussi l'intelligence, la maturité. Donc, tous ces paramètres sont assez importants parce que aujourd'hui, bien évidemment, à force d'avoir eu énormément de consultations, vu beaucoup de personnalités, différentes situations, etc., quand bien même, on va dire, les pathologies sont plus ou moins similaires, chaque personne ne va pas le gérer de la même façon et chaque personne ne pourra pas s'en sortir de la même façon. Il y a des gens où on est obligé de contourner le problème, y revenir petit à petit, etc., parce que c'est beaucoup trop douloureux pour eux. Et d'autres où on peut y aller direct, où au contraire, ils sont plutôt dans cette volonté d'apprendre, de comprendre, et ils acceptent la part de frustration qu'implique le changement de paradigme et le changement de perception de soi. Ce qui est compliqué, c'est que à cet endroit où on est un peu dans cette réaction narcissique, eh bien, ce sont nos névroses qui se réveillent, ce sont nos réflexes de survie qui se réveillent, et bien souvent, à cet endroit-là, on est en pilotage automatique. Et la difficulté du pilotage automatique, c'est qu'on ne réfléchit pas beaucoup et qu'on ne prend pas vraiment le temps et qu'on ne fait que réagir plutôt que répondre à une situation qui nous demande de l'attention pour nous en libérer. Eh bien, ça, nous sommes effectivement pas tous égaux devant le changement. Mais pour moi, en tout cas, la clé du changement, c'est la capacité à avoir et à faire des efforts et du courage, et à avoir du courage. Je remercie tous ceux qui m'ont posé des questions. J'espère que les réponses vont vous éclairer et vous permettre d'avancer encore plus en conscience. À très bientôt. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.